Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Libre. Le Premier ministre libanais Nawaf Salam a effectué sa première visite officielle en Syrie depuis son entrée en fonction en février dernier. Cette rencontre avec le président syrien Ahmad al-Sharaa était destinée à relancer les relations bilatérales entre les deux pays, longtemps marquées par des tensions. Il s'agit d'une visite aux enjeux multiples. Parmi les dossiers prioritaires figure la question des Libanais disparus dans les prisons syriennes durant l'ère Assad. Avant son départ, Salam a exprimé l'espoir de revenir avec de bonnes nouvelles concernant ces disparus. La crise des réfugiés syriens au Liban, qui accueille environ 1,5 million de personnes, est également au cœur des discussions. Le gouvernement libanais a préparé un plan pour faciliter le retour de 400 000 réfugiés en coordination avec Damas et avec le soutien de l'Arabie saoudite. La sécurité et la coopération économique occupent une place de choix dans ces pourparlers. La délégation libanaise, composée des ministres de la Défense, de l'Intérieur et des Affaires étrangères, a soulevé notamment des questions sécuritaires telles que la démarcation des frontières, la lutte contre la contrebande et la réouverture des points de passage officiels. Des discussions ont également porté sur des projets communs dans les domaines de l'énergie, du commerce et des infrastructures. Cette visite marque une étape importante dans la normalisation des relations entre Beyrouth et Damas, dans un contexte régional en mutation depuis la chute du régime de Bachar el-Assad en décembre dernier. Dans une ambiance empreinte de nostalgie et de renouveau, la troupe Caracalla a enchanté le public avec sa nouvelle adaptation des 1001 nuits. Une soirée marquée par la présence de grandes figures du Liban et par un hommage vibrant à l'héritage artistique national. La troupe Caracalla a lancé une nouvelle représentation de la pièce 1001 nuits sur sa scène à Sénilfil en présence des présidents Nawaf Salam et Fouad Signora ainsi qu'un grand nombre de personnalités politiques, diplomatiques et artistiques. L'artiste Ouda Haddad a ébloui le public, déclenchant une vague d'applaudissements dès son apparition sur scène, ravivant en nous la nostalgie des jours glorieux du festival de Baalbek. Ainsi que la présence remarquée du grand Joseph Hazar, figure marquante du théâtre libanais depuis les années 60, a également marqué cette soirée inoubliable. Caracalla reste la plus belle image d'un Liban qui entre aujourd'hui dans une nouvelle ère avec le président, le général Joseph. Les prochains pourparlers indirects entre l'Iran et les États-Unis se tiendront à Rome dans un contexte de fortes tensions autour du programme nucléaire iranien. C'est le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Caspar Veldkamp, qui l'a confirmé depuis Luxembourg. Deux sources diplomatiques à Rome ont validé la tenue de cette seconde session de discussion, une semaine après un premier échange confidentiel à Oman. En parallèle, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, se rendra mercredi à Téhéran. Une visite jugée cruciale à un moment où la coopération entre l'Iran et l'AIEA est sous pression. Des solutions diplomatiques urgentes sont nécessaires, a-t-il écrit, appelant à renforcer la coopération avec l'Iran. Les États-Unis et leurs alliés européens soupçonnent Téhéran de vouloir se doter de l'arme nucléaire. L'Iran, de son côté, dément et affirme développer un programme civil pour la production d'énergie. Avant Rome, le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, fera une escale stratégique à Moscou pour consulter le Kremlin, fidèle partenaire de Téhéran. Ainsi, Rome devient-elle le nouveau théâtre d'un bras de fer diplomatique majeur dans une région où le moindre geste compte. Le président émirati Mohammed Ben Zayed Al Nahyan a accueilli à Abu Dhabi le nouveau président par intérim de la Syrie, Ahmad al-Sharaa, tournant symboliquement la page Assad. Il a déclaré que son pays souhaitait soutenir la reconstruction de la Syrie. À la tête de la coalition rebelle Hayat Tahrir al-Sham, Ahmad al-Sharaa a pris le pouvoir à Damas le 8 décembre dernier au terme d'une offensive éclair.
Pour sa première visite officielle aux Émirats arabes unis, il était accompagné de son ministre des Affaires étrangères, As'ad al-Shibani. Le but de sa visite, renforcer les liens entre les deux pays et ouvrir la voie à la reconstruction de la Syrie. Au cœur des échanges, investissements, reprise du trafic aérien et aide à la reconstruction. Les nouvelles autorités syriennes cherchent un appui concret des monarchies du Golfe après 13 ans de guerre. Mais cette alliance soulève des interrogations, car si les Émirats veulent aider la Syrie, l'islam politique du nouveau pouvoir inquiète, surtout en raison de son proche alignement avec la Turquie, acteur dominant dans la région. En 2023, Abu Dhabi avait soutenu le retour d'Assad dans la Ligue arabe. 2 ans plus tard, la Syrie change de visage, mais les Émirats avancent prudemment. Le Hamas se dit prêt à libérer tous les otages israéliens toujours détenus à Gaza, à condition qu'un véritable accord de cessez-le-feu soit mis en place. Une annonce faite depuis le Caire, où une délégation du mouvement islamique Hamas participe à des négociations avec l'Égypte, le Qatar et les États-Unis. Tahir al-Doudou, le dirigeant du Hamas, affirme « Nous sommes prêts à libérer tous les otages contre l'arrêt total de la guerre, le retrait israélien de Gaza et l'entrée de l'aide humanitaire. » Mais selon le Hamas, les discussions piétinent. Il accuse Israël de revenir sur ses engagements et de bloquer la mise en œuvre de l'accord. Selon les médias israéliens, une nouvelle proposition prévoit la libération de 10 otages vivants en échange de garanties américaines pour entamer une seconde phase de cessez-le-feu. Lors de la première trêve, 33 otages avaient été libérés, en l'échange de 1800 prisonniers palestiniens. Mais les divergences persistent. Israël réclame le désarmement du Hamas, ce que le mouvement refuse catégoriquement. Les armes de la résistance ne sont pas négociables, affirme Al-Doudou. Alors que les combats continuent à Gaza, les négociations se poursuivent dans l'ombre entre espoir de trêve et crainte d'un nouvel embrasement. Nouvelle confrontation dans la guerre commerciale sino-américaine. Depuis Washington, Donald Trump prévient « Personne n'est tiré d'affaire, surtout pas la Chine ». Les États-Unis avaient annoncé une exemption temporaire de droits de douane sur les produits high-tech tels que les smartphones et les ordinateurs pour soulager les marchés. Résultat, les bourses asiatiques et européennes ont bondi. Paris et Francfort ont ouvert à plus 2,1%, Londres à plus 1,6%. Mais la trêve pourrait être de courte durée. Trump promet de nouvelles surtaxes sur les semi-conducteurs et les médicaments. Son ministre du Commerce dénonce la dépendance à Pékin pour des produits fondamentaux. Pékin contre-attaque aussi sur le terrain commercial. Ses exportations ont bondi de 12% en mars, juste avant l'entrée en vigueur des nouvelles taxes américaines. L'Asie du Sud-Est devient plus que jamais un partenaire stratégique pour la Chine. Une guerre des surtaxes et des alliances entre deux géants économiques qui s'affrontent autant sur le terrain du commerce que celui de la diplomatie mondiale. En contrepartie, le président chinois Xi Jinping, en tournée en Asie du Sud-Est, frappe fort. Face aux tensions commerciales avec Washington, le dirigeant dénonce un protectionnisme qui, selon lui, ne mène nulle part. La première étape du président chinois, le Vietnam, où il a publié une tribune dans le journal d'Han Dan. Objectif, consolider les liens économiques avec ses voisins, alors que les États-Unis imposent des droits de douane allant jusqu'à 145% sur les produits chinois. Xi Jinping a notamment écrit « Aucun gagnant ne sort d'une guerre commerciale. Le protectionnisme est une impasse. Mais derrière les sourires, les tensions demeurent. Pékin et Hanoï s'opposent depuis des années sur des îlots disputés en mer de Chine méridionale. Xi Jinping assure qu'un règlement est possible par le dialogue et la consultation. L'an dernier, l'ASEAN, ou l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, est devenu le premier client commercial de la Chine avec plus de 580 milliards de dollars d'échanges. Le Vietnam à lui seul en a représenté près d'un tiers. Xi Jinping sera en Malaisie mardi, puis au Cambodge jeudi, dans ce que Pékin décrit comme une mission diplomatique essentielle pour sauvegarder la paix et relancer la croissance régionale. Retour dans les années 80. À l'occasion de la journée de la francophonie, le club Géovision du Collège des Frères Maristes, Ashbale, a offert à ses élèves un voyage musical dans le temps avec la complicité de Mike Jamous, passionné de musique francophone.
Pendant 1 heure et demie, Mike Jamous a revisité plus de 25 tubes cultes, de Voyage Voyage de Zirless à Ève lève-toi de Julie Pietri, sans oublier Ville de lumière du groupe Gold, hommage bouleversant à Beyrouth en pleine guerre civile. Les années 80, c'est un espace de liberté, de rébellion et de création. Même le Walkman a changé notre rapport à la musique, a clamé Jamous. Entre looks excentriques, cheveux en bataille et textes engagés, la musique des années 80 a marqué toute une génération et séduit encore les plus jeunes. Même les professeurs ont retrouvé leur âme d'adolescent. Une plongée dans une décennie mythique pour célébrer la langue française en musique. Voilà, c'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt.